bonjour. Donc, je suis Donatienne Leparoux, je suis chercheure en géophysique à l'université Gustave Eiffel et je vais vous présenter donc, le projet PROSE, qui parle de géophysique. Le projet PROSE qui a débuté en 2018 et a été clôturé en mars 2021. Les objectifs visaient le développement d'une imagerie quantitative à partir de méthodes géophysiques, sismiques et électriques, donc pour les milieux géologiques complexes du Moyen offshore. On reverra pourquoi ces objectifs et le contexte. Alors, ce projet a... c'est là qu'on a du flottant. C'est ça, oui. Ouais. C'est là qu'on a du... Juste en dessous. En dessous. Masquer les commandes flottantes. Voilà. Donc, ce projet a été mené par une collaboration de 4 laboratoires, donc l'école centrale, le LETG et le LPG à l'université de Nantes et l'université Gustave Eiffel, anciennement IFSTAR. Ces quatre laboratoires étant fédérés au sein de l'OSUNA, l'Observatoire des sciences de l'univers de Nantes Atlantique. Alors, on a été soutenu par 2 industriels, SIG France, qui est un bureau d'études de Loire-Atlantique, qui développe, construit donc, et vend et loue du matériel de géophysique aquatique, et EDF Énergie Nouvelle, devenu EDF Renouvelable. Donc voilà pour les partenaires. Alors sur les enjeux et objectifs, donc l'idée d'une imagerie quantitative des milieux complexes du Moyen offshore, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Donc il est évident que pour implanter des éoliennes, on a besoin de connaître les paramètres mécaniques du sous-sol. Et en contexte du proche offshore sur nos côtes atlantiques, on a des milieux géologiques complexes. On le voit ici sur l'exemple qui est montré. Donc, il s'agit d'une coupe sismique interprétée dans la baie de Quiberon. Alors, on remarque déjà l'hétérogénéité du milieu, une variation latérale forte des différentes unités géologiques. Et je précise que cette image est issue de données réalisées en sismique réflexion, donc une méthode usuelle, mais qui permet d'avoir ici, parce qu'on a un seul capteur flottant, une géométrie approximative des interfaces et on n'a pas d'informations sur les aspects mécaniques, on n'a pas d'informations sur les paramètres internes de chaque unité ici qui a été interprétée. Donc, dans le projet PROSE, l'idée, c'est d'aller plus loin et à partir là, non plus d'ondes de volume, comme c'est le cas ici, mais à partir d'ondes sismiques de surface, de développer une méthode d'imagerie qui permette de remonter à une géométrie 2D précise et à des paramètres mécaniques quantifiés. Donc, pour cela, on a ce volet imagerie sismique active en soi qui a été mené. On a également un volet imagerie électrique qu'on a développé et qui permettra, on le verra, l'objectif ici est d'améliorer la résolution au niveau de la géométrie de certaines interfaces, notamment sur les milieux les plus superficiels. Et puis, on a travaillé également un volet sismique passif où là, l'objectif était de définir une préfaisabilité de mesures sismiques en ne venant pas impacter le sol par une source sismique extérieure, mais en utilisant ce qu'on appelle du bruit sismique environnant, et notamment là, qui est principalement mise en œuvre par l'oscillation des éoliennes elles-mêmes ou à sa construction lors du battage de pieux. Donc, je vais vous montrer les résultats de ces différents volets. Et ces différents volets, ils ont été traités à la fois par simulation numérique, par modélisation expérimentale à échelle réduite en laboratoire. Et pour la sismique active, on a pu réaliser quelques tests préalables de terrain à l'échelle 1. Donc, juste une petite précision également sur l'objectif. Ici, l'objectif de la méthode géophysique qui a été développée vise une partie assez aval de la définition du site d'implantation d'éoliennes en lien avec les essais géotechniques quand on construit un modèle de sol sur la zone qui a été choisie. De façon plus amont, quand on fait une reconnaissance étendue de la zone pour définir la zone d'implantation, on va utiliser là, de la sismique réflexion du type de celle que je vous ai montrée précédemment. Et là, on peut rester sur de la sismique réflexion classique. Le projet ne vise pas cette étape-là. Mince, j'ai désactivé, je ne sais pas. Non, vas-y, c'est bon. Voilà, juste en dessous. Non, voilà.
Voilà, donc tout ça, l'idée, c'est de venir compléter les mesures géotechniques et ainsi, dans des zones hétérogènes, de venir réduire les coûts des sondages ponctuels, tout en améliorant l'information sur la variabilité locale des aspects mécaniques. Et notamment, nous, on remonte au module de cisaillement en petite déformation à partir de vitesses sismiques VS, des ondes S, à travers les ondes de surface qu'on va analyser en sismique active. Et puis, on va venir, comme j'ai dit tout à l'heure, en imagerie électrique, à terme, améliorer la résolution de certaines couches. Alors, là, je vais vous présenter rapidement, faire un petit récapitulatif des différentes opérations qu'on a menées et des résultats. En sismique passive, il s'agissait vraiment de préfaisabilité. On a pu faire des tests, des mesures à terre, au pied d'éoliennes, et puis sur un site expérimental analogue mené par EDF, Énergie Nouvelle à l'époque, donc au moment de battage de pieux pour la mise en place des fondations d'éoliennes. Dans tous les cas, on a montré qu'on arrive à enregistrer une fréquence des ondes sismiques à une fréquence entre 5 et 60 à 70 Hz, ce qui nous permet de remonter un profil VS en profondeur qui pourra aller jusqu'à 30 mètres sur des vitesses de 300 mètres par seconde qu'on va avoir en milieu marin. Donc là, je suis passée assez rapidement. Et pour la sismique active, voilà ce qu'on a développé. Alors, ça a été développé à partir d'analyses numériques et de développement numérique, essentiellement, dans le postdoctorat de Damien Pajot. Et à partir de méthodes d'optimisation globale par essaim de particules et à partir d'échantillonnage sparse lâche, donc du milieu, il a montré qu'on peut, il a défini un workflow et adapté ce workflow au contexte qui nous intéresse, qu'on peut remonter à un modèle géologiquement variable. Alors, je m'explique. Ici, vous avez le modèle du sous-sol, la série de capteurs et 2 points sources aux extrémités. Ici, vous avez le modèle que vous obtenez. Il faut le regarder là où les capteurs ont été implantés, donc entre 15 mètres et 75 mètres. Et on voit ici que sur cette zone, on est remonté à la variabilité du milieu. On le voit plus précisément ici. Alors, c'est mal passé là, mais ici sur les profils en profondeur. Vous avez, par exemple, je vais montrer celui du milieu qui passe le mieux ici. Vous avez le profil en noir qui est le profil réel et en rouge celui qui a été reconstitué. Alors, sur chacun des profils extraits aux différents niveaux ici du modèle, on retrouve bien les vitesses VS aux différentes zones du milieu. Par contre, avec une résolution, on le voit notamment sur ces interfaces, ici, la résolution des interfaces est plus faible et c'est là que l'électrique, les méthodes géoélectriques pourront être efficaces. Alors, cette méthode qui a été développée donc, de façon innovante, puisqu'on utilise des ondes de surface et de façon typique, de façon classique, les ondes de surface sont en général utilisées avec une hypothèse de milieu 1D. Là, on a dépassé cette hypothèse, donc on remonte à un modèle 2D et de façon quantitative. Ça a été fait de façon numérique. L'idée maintenant, c'est de valider tout ça sur le plan expérimental. Et avant d'aller en mer, l'idée, c'est de passer par de la simulation expérimentale de laboratoire à échelle réduite. Donc, on a pu faire des tests sur des résines qui modélisent le sous-sol, qu'on a ennoyées en cuve. Et en faisant des tests avec différents capteurs, récepteurs et sources et différents positionnements de sources dans la colonne d'eau, on a pu montrer que les ondes de surface qu'on souhaite utiliser vont être optimisées si la source est suffisamment au contact du sol, donc au contact du sol, le plus bas possible dans la colonne d'eau. Et donc, on optimise ces ondes de surface en mettant capteurs et récepteurs et sources fond de mer. Donc, pour ça, en mer, on a fait les premiers tests en allant poser les capteurs en fond de mer. Donc, on était ici dans le Morbihan et on a implanté les capteurs à partir ici d'un socle de tige. Ici, on l'a également fait dans un deuxième temps à partir de plongeurs qui sont allés
qui sont allés planter les récepteurs, les géophones en fond de mer. Et la société SIG France a utilisé un système de lestage pour enfouir, enfin pour couler une source flottante, une source Parker utilisée d'habitude comme source flottante. Alors, on a pu enregistrer de belles ondes de surface sur le petit dispositif qu'on avait, étant donné les moyens de test, des données qu'on a pu traiter pour remonter à un profil en profondeur. Donc ça a été successful. Et l'idée maintenant, étant donné la complexité de mise en œuvre, notamment de cette source en profondeur, c'est de développer une source qui soit plus adéquate à un impact fond de mer. Donc pour ça, la société SIG France a développé un prototype de source à impact mécanique, mais avec un déclenchement électromagnétique. On l'a testé à terre et on a comparé à une source marteau classique. On voit, quand on compare les résultats entre les deux types de sources, qu'on a une bonne similarité, parfaite similarité, et avec une meilleure reproductibilité avec la source à déclenchement électromagnétique. Donc, cette source doit maintenant être marinisée dans un projet ultérieur. À propos de la méthode géoélectrique, si l'enjeu c'est de venir améliorer la résolution des résultats sismiques, dans le projet PROSE, la première étape visée, l'objectif était de définir les capacités et les limites de la méthode géoélectrique quand on est en milieu marin et en fonction de la position des récepteurs, la position des électrodes par rapport à la colonne d'eau. Donc, des tests ont été faits. Donc, mon collègue Sergio Palma-Lopez à l'université Gustave Eiffel a développé donc différents tests numériques et a montré l'impact à la fois sur la sensibilité de la méthode et la qualité de la reconstruction du modèle, l'impact à la fois de la hauteur de la colonne d'eau et de la position des électrodes en fond de mer ou pas, donc que ce soit pour un modèle avec une variabilité horizontale ou verticale. Il a également mis en œuvre des tests expérimentaux à échelle réduite pour montrer l'impact donc là d'une anomalie ponctuelle en fonction du dispositif de mesure et de la hauteur d'eau toujours et de la position de ces électrodes par rapport à la colonne d'eau. On voit ici, sur les résultats numériques, une anomalie beaucoup plus forte si les électrodes sont bien situées en fond de mer. Il a également développé un prototype, une proposition qu'il a pu publier pour le moment en congrès. Donc un prototype qui propose de venir finalement blinder les électrodes par un écran résistant au-dessus du dispositif de mesure et qui permet de favoriser les lignes de courant, la directivité des lignes de courant finalement dans le sous-sol. Donc, on a un modèle, par exemple, ici, avec une remontée de socle qui crée une anomalie. On a des récepteurs ici, et puis au-dessus, des électrodes, et au-dessus, un écran qui va avoir une dimension plus ou moins étendue. Et en fonction de sa dimension, on va avoir l'impact ici de l'anomalie, de la remontée du socle, qui va être plus ou moins forte, donc arriver à une sensibilité dans les mesures plus ou moins importante. Sachant que quand on n'a pas d'écran, là, on est sur une échelle d'anomalie beaucoup moins importante. Donc ça, c'est un résultat majeur qui devra maintenant être développé sur le plan expérimental. Donc, si une société est intéressée, on est complètement ouvert à cela, à toute collaboration. Pour les perspectives à venir, dans le projet qu'on monte aujourd'hui et qui s'appelle PROSE+, l'idée, c'est de continuer à aller vers des TRL plus importants, comme l'a expliqué Philippe tout à l'heure, des TRL plus importants sur ces méthodologies qui ont pu être initiées dans ce projet. Donc, notamment à travers la marinisation du prototype de source sismique fond de mer, qui nous permettra d'avoir des mesures de qualité pour arriver à des données, des résultats interprétables de qualité. Valider de façon expérimentale, d'abord en cuve, puis in situ, la méthode complète d'imagerie 2D
par onde sismique de surface. Et puis, aller vers une combinaison des méthodes inverses sismiques et géoélectriques suivant différentes stratégies. On pourra en reparler. Et puis, le tout dans l'idée de collaborer de façon plus étroite avec les approches géotechniques pour réellement venir en soutien et en complémentarité des besoins des essais géotechniques au moment de l'élaboration d'un modèle de sol. Voilà, je vous remercie. Merci Bonassienne. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être d'abord dans la salle. Peut-être une première question pour lancer le... Tu parlais là tout à l'heure de fusion, un peu de fusion de données entre les méthodes inverses sismiques et géoélectriques. Est-ce que tu peux expliquer en quoi elles seraient complémentaires et pourquoi c'est intéressant d'essayer de les coupler? Voilà. Donc, alors déjà, le couplage, il est possible à différents niveaux. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire de la fusion de données, on peut faire de l'interprétation couplée et on peut faire de l'inversion jointe. Donc, ce qu'on envisage on envisage en fait deux processus parallèles. Donc, d'une part, de venir au moment de l'inversion des données sismiques, de venir contraindre le modèle sismique par les résultats géoélectriques à chaque itération. On a une autre possibilité qui est justement, en effet, de venir, au moment de l'interprétation, pour l'interprétation, de venir coupler les résultats, donc là, par des méthodes de fusion de données, de coupler les résultats sismiques et géoélectriques. Donc l'intérêt, ici, il est sur des aspects spécifiques, hein, c'est-à-dire, et là, il faudra voir vraiment avec les besoins géotechniques. C'est-à-dire qu'ici, on voit, mais l'image passe mal ici, parce que c'est le DP, mais on va le voir ici. Vous voyez la petite couche bleu ciel ici. Elle est finalement mal résolue ici. On la voit apparaître, mais avec une information qui est plus de type gradient. Alors, suivant les zones, hein, on a un gradient qui est plus ou moins régulier. Et typiquement, sur ces zones-là, les méthodes électriques pourront venir apporter une information sur, ici, une rupture, enfin un contraste fort. Donc voilà typiquement ce qu'on espère apporter avec la géoélectrique. L'idée, c'est évidemment d'identifier avec les besoins géotechniques quel est concrètement, en fonction des besoins, l'intérêt et à quel niveau, en fonction du coût, cela peut avoir un impact efficace. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main côté distanciel? Bon, je vais peut-être poser une autre question en attendant que voilà. Tu montrais tout à l'heure que dans le cadre notamment des mesures géoélectriques, cet aspect un peu de confinement des lignes de champ qui permet d'avoir une meilleure sensibilité en mettant l'écran. Est-ce qu'on pourrait envisager ou pas, ou est-ce qu'on ne sait pas, du coup faire une mesure qui soit peut-être un peu moins collée au sol et qu'on pourrait déplacer de manière à la rendre plus productive, je sais pas, sur une sorte de chariot tracté ou sur quelque chose qui permettrait de la déplacer plus facilement et puis donc de rendre la mesure voilà, plus facile, moins onéreuse à mettre en œuvre sur des grandes distances. Oui, bien sûr. En fait, tout ça, c'est toujours un compromis. Donc, du coup, c'est pour ça que les tests, ils ont été faits avec différents types, type benchmark, avec différents types de configurations et différentes. Là, la hauteur d'eau et la colonne d'eau est toujours la même. Là, c'est juste la largeur de l'écran qui évolue. Et l'intertrace entre les différentes électrodes. Ceci dit, c'est ce qui avait été fait dans ce qui a été fait précédemment. Les différentes hauteurs et positions des électrodes ont été testées. Et en effet, on va
alors à chaque fois qu'on montrera que l'électrode sera surélevée, on va perdre en sensibilité et en qualité de la reconstruction du modèle. Ceci dit, tout ça, c'est à quantifier en fonction de ce qu'on souhaite en termes de maniabilité par rapport au coût et puis en termes de précision des résultats. Donc là, et là, en effet, plus le niveau TRL va être élevé et plus on pourra faire des choix pertinents par rapport en fonction des besoins et identifier ce qui peut être intéressant. Là, on s'est placé pour le moment et parce que ça nous paraît important sur le plan scientifique d'avoir déjà des éléments hors coût. C'est pareil pour la sismique. C'est-à-dire que là, on a décidé de planter les géophones au fond de l'eau pour avoir le meilleur couplage possible et ne pas jouer sur ce paramètre-là parce qu'on voulait tester la source, la position de la source. Ceci dit, l'idée à terme, bien sûr, c'est d'avoir des capteurs, des géophones qui soient posés dans un streamer, qui soient posés sur, par exemple, une plaque de caoutchouc et qui soient tenus verticaux par leur propre masse et qu'on puisse guider au sol également, comme ça se fait d'ailleurs en terrestre, bien sûr. Peut-être un autre point intéressant que tu pourrais mentionner dans les aspects sources. Aujourd'hui, ces sources-là sont des sources en général très lourdes, très imposantes. Il y a déjà eu des progrès dans le cadre de ce projet PROS. Est-ce que tu peux donner un petit peu les ordres de grandeur et puis dire vers quoi on pourrait tendre aussi demain? Voilà. Donc, au niveau des sources, en fait, le problème des sources qui ne sont pas fonds de mer, c'est celles qui sont utilisées actuellement, donc que ce soit Airgun, que ce soit les Sparkers ou Boomer, voilà, c'est qu'elles génèrent énormément d'ondes acoustiques dans l'eau et qui vont en fait finalement, on va dire, bruiter nos données quand l'information qui est recherchée, c'est l'information sur les ondes de surface, donc celles qui passent dans le sol et dans le sol en termes d'ondes de surface. Donc, si on veut une information fine, quantitative, là, il faut, c'est important de pouvoir aussi travailler sur la source et de pouvoir la descendre en fond de mer. Des tests avaient été faits par des collègues italiens et norvégiens, si je ne me trompe pas, en mer du Nord. Mais là, on était pour des zones, alors dans d'autres contextes, pas nos contextes d'imagerie, mais d'énormes sources, une énorme source donc posée fond de mer et qui vient vibrer en fond de mer. Donc ça avait déjà été probant au niveau état de l'art, au niveau de la qualité des résultats. Donc, on n'est pas les seuls à identifier en effet qu'une source fond de mer est intéressante. Par contre, cette source qui devait être ancrée fond de mer est extrêmement lourde, n'est pas utilisée de façon usuelle en fait. Donc là, l'idée, c'est d'aller vers un intermédiaire. En fait, c'est pareil, c'est un intermédiaire dans le sens où par rapport à des capteurs entièrement flottants, que ce soit en source ou en récepteur, aller vers une amélioration fond de mer, mais tout en travaillant la mobilité et la légèreté du dispositif. Et donc l'impact mécanique, mais à déclenchement électromagnétique est une bonne solution de notre point de vue pour le moyen offshore, notamment. Alors, nous avons une question de Pascal Ezel. Pascal, si tu peux prendre la parole. Oui, bonjour, Pascal Ezel de Montréal. Donc, quand je vois ce qui est présenté ici, je constate que les hauteurs d'eau, d'une part, sont relativement limitées, c'est 20 à 30 mètres, et d'autre part, qu'on a des moyens de mise en place au fond qui sont à base de plongeurs, ou enfin, disons, des moyens assez qui nécessitent des interventions humaines. Donc ça me lève en fait deux questions. La première, c'est quelle est l'incidence quand on met des hauteurs d'eau qui correspondent plus à des projets d'éolien flottant, c'est-à-dire 70, 80 ou 100 mètres. Je vois qu'il y a une diminution de la sensibilité, mais de quel ordre de grandeur?
Et l'autre question, c'est au niveau de la mise en place des moyens de mesure sur le fond, avec des profondeurs de 80 à 100 mètres, comment vous voyez les choses? Oui. Donc là, ça rejoint un peu la question, ou en tout cas la discussion précédente. Là, en effet, nous, on s'est basé sur 30 à 50 mètres de profondeur. Et sur les tests, réellement, on s'est basé sur 30 mètres, en effet. Donc, à propos de plongeurs ou de mise en œuvre manuelle, dans le projet PROSE, c'était une première étape qui visait en fait une étape ATRL plus faible et avec une implication plus scientifique que technique ou technologique. Parce que c'est le premier pas. Voilà. Alors après, parce que finalement, alors en tout ce qui concerne l'électrique, je ne peux pas vous répondre là, parce qu'en effet, les tests sont restés en termes quantitatifs, puisque vous me demandez quelle serait la valeur de l'évolution de façon quantitative. Donc là, je ne peux pas vous répondre. Nous, on n'a pas du tout visé les 70-80 mètres, mais en effet, il faut continuer ces tests dans ce sens-là. Donc ça, c'est sur l'aspect résultat en géoélectrique. Pour la sismique, il n'y aura pas d'incidence, hein, puisque de toute façon, on reste sur des capteurs fond de mer. Pour l'implantation des capteurs eux-mêmes, là, de toute façon, l'idée, ce n'était pas de rester sur les plongeurs, hein. Donc là, il y a tout un travail à faire. Et là, je vous suis, on part pas de zéro, parce que nous, on a commencé à discuter ensemble, mais de façon complètement informelle. Et je ne vais pas vous relater nos discussions qui restent des discussions de bureau. On a tout un projet à monter là-dessus. C'est clair, c'est clair. Après, sur la sismique, ça ne me pose pas... Enfin, ça pose question, il y a du travail à faire, mais là, ça ne sera pas parfaitement limitant. Parce que c'est la mise en œuvre qui va être évidemment plus compliquée qu'à 20 mètres, mais scientifiquement, au niveau des données elles-mêmes, on n'aura pas une perte de qualité. Sur l'électrique, là, c'est là, à mon avis, que la deuxième partie, alors par contre, oui, ici, en vous répondant, je me le dis, la deuxième partie, la dernière partie, là, ce qui a été mis en évidence et ce qui a été proposé comme solution à partir finalement d'un écran isolant, ça sera vraiment la solution, quoi. Parce qu'en effet, quand on augmente la colonne d'eau, ici, au-dessus du capteur, en fonction, si on a des contrastes qui sont trop forts, là, on a été jusqu'à 30 mètres, mais on risque vraiment de décroître à la fois la sensibilité de la méthode et enfin, surtout la sensibilité de la méthode. Donc ça pourra être pondéré par ce choix d'écran. Alors après, là, on rejoint après, par contre, la mise en œuvre, et là tout est à faire. Est-ce que des ROV pourraient être utilisés pour mettre en œuvre ces capteurs? On y a pensé, oui, c'est ça. Donc avec l'école centrale et avec Jean-Marc Rousset notamment, dans des projets ultérieurs, on se proposait d'identifier ces solutions possibles sur différents sites expérimentaux. Ce serait en effet sans doute une possibilité intéressante. Merci Pascal, merci Donatienne merci Pascal pour la question, merci Donatienne pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la salle, a priori, non. Non plus côté d'assistance à distance. Bon, merci Donatienne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.